Je suis très content d'être là aujourd'hui, hein, et alors je me dis, après avoir entendu les témoignages, je me suis dit que je vais peut-être pas apporter grand-chose. Alors je vais apporter mon regard un peu de clinicien. Je suis psychiatre, une psychiatre d'adulte, et je m'occupe notamment pas mal de personnes qui ont un TDAH. Et donc avec Romain Coutel, on a décidé de faire en deux bouts pour ensuite essayer de faire une petite synthèse qui sera aussi une ouverture pour les questions et pour la table ronde ensuite sur le lien entre TDAH et autisme. Et voilà, donc on va faire de façon séparée, mais pour nous rejoindre à la fin. Donc l'idée, c'est de faire quelques rappels sur ce que c'est que la clinique du TDAH chez l'adulte. Alors, on connaît depuis longtemps ce que c'est que le TDAH chez l'enfant, hein, et ces trois symptômes, famille de symptômes, inattention, hyperactivité, impulsivité. Et là, dans les quelques minutes pour lesquelles je vais essayer de vous parler de comment ça devient quand on devient grand, je vais devoir être assez synthétique. Donc évidemment, je vais faire que brosser le tableau. Parce que, est-ce que le TDAH chez l'adulte, c'est la même chose que le TDAH chez l'enfant en plus grand eh ben peut-être pas. Parce que c'est quoi déjà devenir adulte, hein, et alors évidemment, c'est le cerveau qui mature, mais on sait que ça ne rattrape pas forcément les symptômes du TDAH, hein, et on sait qu'environ 70% des enfants qui ont TDAH garderont des symptômes à l'âge adulte. Alors peut-être pas tous auront la même souffrance, quoique ça peut dépendre aussi de l'environnement dans lequel on grandit. Mais aussi, devenir devenir adulte, c'est de plus forcément être l'enfant et plus pouvoir faire les mêmes choses, hein. Donc évidemment, ça, on n'est pas tout à fait avec les mêmes règles, et comme on entendait avant les histoires de compensation, on apprend, voilà, on fait comme il faudrait être. Donc devenir adulte, quand on a un TDAH, je voudrais utiliser une petite métaphore que j'aime bien utiliser, et le terme déficit d'attention, trouble déficit d'attention est très mauvais, on en parlera à la fin pour la table ronde, mais bon, c'est celui qu'on utilise. Alors, je ne sais pas si le terme autisme est bon, mais bon, c'est celui qu'on utilise. Donc, ce qui se passe chez une personne avec un TDAH, c'est que cette gradation, hein, vous voyez, ces petits machins de volume là, ça marche pas très bien, hein. Soit on est à off sur le 1, ou bien on est sur le 10, et on est un peu en tout ou rien. Et c'est ce qui se passe un peu avec l'attention, la motivation et aussi les émotions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire chez une personne adulte d'avoir un problème de régulation de l'attention? C'est d'être très distractible par les stimuli extérieurs, par ses propres pensées, avoir du mal à se concentrer. Écoutez, ça, c'est les symptômes qui sont marqués dans les listes de symptômes qu'on a par rapport au TDAH, mais aussi, c'est être capable d'hyperfocalisation et de créativité, parce que être capable de choper les différentes choses qui passent, aussi être capable de faire peut-être plus de liens. Au niveau de la régulation de la motivation, de l'action, c'est l'ennui, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, détester la routine, avoir du mal à finir, du mal à se mettre en route aussi, hein, ce qu'on appelle la procrastination, mais aussi cette énergie, cet enthousiasme qui nous permet, quand on a la source, ça peut être parfois le stress de juste devoir rendre les choses à temps, mais c'est aussi être capable d'avoir des nouveaux projets et être très sensible à la nouveauté, ce qui peut être aussi une force dans une certaine mesure. De la régulation des émotions, c'est ces émotions vives, l'impulsivité, hein, le stimulus qui me fait avoir une émotion qui me pousse à bouger. L'émotion, c'est ce qui nous déclenche un mouvement finalement. C'est aussi être capable ça peut être parfois très fort, mais aussi être capable d'être sensible à ce qui se passe, être empathique, spontané. Alors parfois aussi des mouvements de passage à vide et aussi des fluctuations de l'humeur. Donc j'ai essayé de résumer ce que ça pouvait être au niveau des symptômes, avoir un TDAH quand on est adulte. Et je voulais insister aussi un peu sur l'environnement, parce que ça joue beaucoup, et ça pourrait aussi expliquer dans une certaine mesure les symptômes. Alors, est-ce que le TDAH est devenu quelque chose à la mode? C'est quelque chose qui est beaucoup dit, je ne pense pas, mais peut-être que le TDAH rentre en résonance avec ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui, qui est ce qu'il est, hein, sans jugement, mais on est capturé tout le temps au niveau de l'attention. Hein, l'invention des emails a été une horrible chose pour les gens qui ont des problèmes d'attention, parce qu'on a tout qui arrive avec le même niveau. Hein. La pub pour je sais pas, d'un produit intéressant sur eBay, un message sur Facebook, ou le message le plus important de la personne qui nous tient le plus à cœur. C'est aussi devenu de l'argent, donc du coup, on invente des systèmes qui capturent notre attention, et je n'ai pas besoin de détailler là-dessus. Et aussi, on est devenus tous censés devenir des super champions de planification, d'organisation, des gens qui apprennent à gérer leur vie et à gérer plein de choses en parallèle. Et voilà, mais c'est peut-être aussi le prix d'une forme de liberté que la société nous donne. Et donc,
évidemment, les personnes avec TDAH, dont l'attention est peut-être un peu plus vulnérable, n'ont pas forcément un trouble créé par la société, mais sont peut-être aussi plus handicapées ou plus en souffrance par rapport à certaines attentes. Ensuite, troisième chose sur laquelle je vais un peu m'attarder, c'est la question des comorbidités. Ce terme un peu laid qui veut dire finalement des troubles qui sont associés. Oups, il y a un problème d'animation, désolé. Donc, on sait que 80% des personnes avec un TDAH ont ce qu'on appelle une comorbidité. On peut diagnostiquer un autre trouble. Anxiété, dépression, troubles bipolaires aussi parfois, addiction, problème de régulation émotionnelle, personnalité émotionnellement labile ou autres troubles de la personnalité, l'autisme, les troubles 10, on en parlera après, le trauma, les troubles de stress post-traumatique, mais aussi tout plein d'autres choses, les troubles du sommeil, syndrome des jambes sans repos, syndrome des apnées de sommeil, troubles du rythme circadien, insomnie, les problèmes alimentaires aussi. Donc, tout ça, comment on peut le comprendre? Et donc, c'est des relations pas toujours simples. Tout d'abord, il y a une biologie qui est parfois commune, les choses surviennent en même temps parce qu'il y a des causes qui finalement donnent un tableau qui génère les deux choses, qu'on sépare de façon un peu artificielle parfois. Mais aussi, le TDAH génère des situations à risque. Et on peut le comprendre aussi comme un facteur de risque qui va finalement, avec le temps, attraper différents problèmes. Et par exemple, c'est le cas des addictions, l'impulsivité, la sensibilité à la nouveauté, l'envie de prendre des risques, la difficulté à entrevoir des conséquences à long terme facilite la survenue d'addiction. Et là, ça serait un modèle un peu simple d'avoir juste les deux situations, mais on sait aussi que pour compliquer le tableau, les troubles associés peuvent aussi limiter les adaptations et augmenter le retentissement du TDAH. Donc un tableau un peu complexe qui peut s'analyser un peu problème par problème. Et je pense qu'il faut avoir à l'esprit les différentes dimensions. On peut aussi comprendre quelque chose qui est par rapport à comment on pose des diagnostics. Et en général, quand on n'a pas de comorbidité, alors je fais un schéma hyper simpliste, hein, on peut avoir finalement, si on n'a aucun autre trouble associé, on peut avoir un TDAH qui est, mettons, qui devient, en fonction de la sévérité du TDAH, on peut avoir un retentissement qui est variable. Et disons que si on a un seuil diagnostique, qu'on considère comme habituel, on pourrait se dire qu'il faut quand même avoir un TDAH relativement marqué pour avoir le diagnostic. Mais plus on accumule des comorbidités, plus ce seuil devient faible et on est d'autant plus gêné par des petites difficultés d'attention. Parce que vous allez comprendre, enfin vous avez compris, et vous le savez certainement, que le TDAH, ce n'est pas un truc en noir ou blanc. Hein, je ne l'ai pas attrapé comme ça, comme un virus qui me serait tombé dessus. C'est une variation, certains traits, parfois des traits extrêmes, qui fait que on peut s'adapter de façon différente. Ces traits qui ne sont certainement pas forcément une pathologie en soi, c'est juste une variabilité qu'il y a dans la population des êtres humains qui permet aussi que des groupes sociaux puissent être plus flexibles. Mais donc, le fait d'avoir ce trait plus ou moins marqué en fonction d'un contexte marqué par d'autres traits peut-être qui peuvent générer des difficultés fait que le TDAH peut devenir beaucoup plus facilement un handicap. Quatrième point, l'impact sur la personnalité et la régulation des émotions. Ces symptômes-là peuvent avoir aussi un impact qui peut être du coup très persistant dans la vie. Et c'est ce qu'on pourrait comprendre dans un modèle qu'on appellerait biosocial, c'est-à-dire on a une vulnérabilité qui interagit avec un environnement. Un environnement qu'on peut parfois qualifié d'invalidant, c'est un terme un peu psychologique, mais qui veut dire qui ne peut pas se matcher avec l'enfant ou le jeune adulte ou l'adulte plus important, plus âgé qui a des traits particuliers. Et finalement, ce qui se passe, et de façon schématique, c'est que dans certains cas, on peut avoir certaines caractéristiques du TDAH, manquer d'inhibition, ne pas aimer les récompenses à long terme, juste vouloir y avoir des récompenses à court terme. Les difficultés qu'on a liées au TDAH, liées à l'école par exemple, génèrent des émotions qui sont plus intenses, plus réactives, avec du coup une expression de ces émotions qui n'est pas forcément très bien comprise par les gens autour, avec des réponses qu'on pourrait dire invalidantes, c'est-à-dire « je ne comprends pas, pourquoi tu ne fais pas d'efforts ?» alors que tous tes copains de classe font des efforts. Hein. Alors ces émotions sont parfois liées à des difficultés de compréhension, parfois aussi une tendance à ne pas vouloir comprendre. Mais ces réponses-là peuvent aussi pousser la personne à ne pas pouvoir exprimer ses émotions de façon plus adéquate, avec du coup des crises de colère,
des émotions qui sont parfois secondaires aussi. Je pense que je ne vaux pas grand-chose. Hein, je vaux rien, je suis quelqu'un de flemmard. Et au fur et à mesure du temps, ça peut germer, générer encore plus de difficultés à ressentir ces émotions, et c'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Et donc, vous voyez un petit modèle qui s'auto-entretient, un cercle vicieux, hein, qui peut générer de plus en plus de difficultés. Et ça, c'est caractéristique chez les adultes, parce que cette personnalité qu'on a, le terme de personnalité est un terme un peu bateau, j'aurais envie de dire, hein, c'est plein de paramètres biologiques, environnementaux, expérientiels, liés à son histoire personnelle. Tout cela, ça s'accumule, et à l'âge adulte, on peut avoir ces difficultés-là, qu'on appelle parfois avec des diagnostics trouble de la personnalité borderline ou trouble de la personnalité émotionnellement labile, qui est plus fréquente chez les personnes avec TDAH. Et enfin, dernière dimension, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ça, hein, et quelles sont les attentes par rapport à un traitement. Et on sait que les enfants, en général, ils ne demandent pas grand-chose, en fait. Hein, ils sont là, bon, ils essaient de faire les choses comme ça vient. C'est les maîtresses d'école, c'est les parents qui voudraient que certains symptômes s'atténuent ou soient plus... ou que certaines capacités soient plus mobilisables. Chez les adultes, les attentes commencent à changer. C'est les personnes qui commencent à se sentir concernées, ce qui est parfois une transition très compliquée au moment de l'adolescence. Hein, et ce qu'on observe dans les suivis d'enfants avec TDAH, c'est que en fait, le problème de passage entre les pédopsychiatres et les psychiatres d'adultes ne se passe pas finalement à 18 ans, il se passe déjà avant. C'est quand les ados commencent à dire « Oh, c'est moi qui va vouloir des trucs qui me concernent », c'est là que parfois il y a des ruptures de suivi. Mais donc les attentes, il faut aussi savoir les écouter par rapport aux personnes qui sont adultes. C'est qu'est-ce que j'ai envie de traiter en fait, hein, et c'était super les témoignages, c'est que voilà, on peut avoir besoin de traitement, parfois on n'a pas envie d'un traitement. Et dans le TDAH, il y a la question évidemment du traitement médicamenteux qui est plus pragmatique et donc qui saute plus aux yeux. Hein. Qu'est-ce que j'attends de ce traitement? Et donc ça, c'est une question qui est très, très importante pour que les personnes puissent choisir aussi par rapport à leur parcours de vie ce qui compte, hein, parce que les traitements ne sont pas non plus quelque chose qui est sans conséquence. Donc voilà, j'ai résumé par ces 5 dimensions quelque chose qui peut donner une idée de la modification de la symptomatologie à l'âge adulte. Je vais passer la parole à Romain, qui va parler d'autisme, et ensuite on pourra peut-être faire une synthèse sur les 2 troubles. Je te remercie beaucoup, Sébastien, parce que tu as fini avant le temps, donc je suis très touché, merci beaucoup. Donc Romain Coutel, donc je suis pédopsychiatre et j'interviens ici en ma qualité de médecin sur le centre expert troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, qu'on devrait reformuler aujourd'hui, troubles du spectre de l'autisme sans troubles du développement intellectuel. Alors je vais parler ici uniquement de la question de l'adulte. C'est une question qui est très compliquée, que je vais essayer de présenter simplement. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur le débat. Hein. Je vais lancer différentes pistes pour appréhender la complexité, mais l'idée, c'est certainement pas de clore cette question-là, et encore moins en 10 minutes. Alors, vous verrez que ça répondra... Enfin, il y aura beaucoup de choses qui sont en écho de ce que Sébastien a déjà présenté. Je pars classiquement de la classification qu'on utilise, le DSM-5, pour rappeler que l'autisme associe des déficits au niveau de la communication sociale, des comportements répétés d'intérêt restreint, qui s'inscrivent dans une perspective développementale, ça c'est très important, avec des signes qui apparaissent dès la petite enfance et qui vont concerner la vie entière et qui vont venir impacter le quotidien. Les critères diagnostiques s'appuient sur 3 items au niveau de la communication sociale et sur 4 items au niveau des comportements répétés d'intérêt restreint. Pour information, le diagnostic suppose de remplir les 3 critères de communication sociale et au moins 2 critères parmi les comportements répétés d'intérêt restreint. Il ne s'agit pas ici de détailler ces différents critères, mais plutôt vous témoigner un petit peu de comment j'appréhende les choses au niveau de la clinique. Pour moi, les difficultés en communication sociale, elles traduisent une difficulté qui touche l'appréhension de l'implicite des relations sociales. C'est quoi l'implicite des relations sociales? C'est arriver à faire comprendre ce que je veux dire. Et pour faire ça, il faut pouvoir s'appuyer sur une communication
verbale et non verbale. Il faut soutenir la communication par des gestes, le regard, l'expression du visage, l'expression émotionnelle du visage, être capable de jouer sur l'intonation pour toujours s'ajuster le plus possible à l'autre et au contexte pour pouvoir communiquer au mieux ce que l'on veut dire. Vous voyez que c'est des stratégies qui, présentées comme ça, sont très complexes et pourtant, pour la majorité des personnes en population courante, c'est quelque chose qui est du registre, de l'intuitif, de l'intuition, de ce qui s'acquiert naturellement. D'accord ? De l'autre côté, vous avez tout ce qui est comportement répété intérêt restreint que j'ai décidé de rassembler autour de comportements non sociaux et autocentrés. On pense aux classiques intérêts, alors dits restreints. On n'a jamais prouvé en termes scientifiques que ces intérêts sont vraiment restreints. C'est important de le noter. Mais par contre, ils sont spécifiques et ils vont porter sur des thématiques. Alors on a toujours en tête le dessin, la générie, mais en fait ça peut être extrêmement variable. On connaît qui sont comme ça, ils portent un intérêt sur la théologie catholique, ça peut être très 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 large, mais l'important c'est comprendre qu'ils suscitent un investissement énorme et un envahissement du quotidien. On va retrouver aussi des stéréotypies qui, chez l'adulte, sans trouble du développement intellectuel associé, permettent de gérer les tensions internes, les difficultés de régulation des émotions. Et on va retrouver enfin des particularités sensorielles qui peuvent être sur le registre de l'hyper comme de l'hypo. Et on cite dans ces cas-là classiquement l'hypersensibilité au niveau auditif. Ce qui est important de prendre en compte, c'est le retentissement. Je l'ai mis en bleu pour le rappeler. Et le retentissement, il va dépendre du niveau de sévérité, de l'importance des signes, tant au niveau de la socialisation que des comportements répétés intérêt restreint. Et selon le niveau de signe, on va déterminer des niveaux des besoins de soutien. On va du peu de besoin de soutien à un important besoin de soutien. La classification, alors, trouble du spectre de l'autisme, c'est sans S. Et c'est hyper important. D'accord ? L'hétérogénéité au sein du spectre va être appréhendée à travers des spécificateurs qui sont par exemple les anomalies génétiques associées ou les facteurs d'environnement. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette classification, c'est qu'on appréhende l'autisme comme un spectre qui va des formes les moins sévères aux plus sévères. Alors, j'ai mis une illustration qui n'est pas du tout scientifique pour basculer sur des données qui sont pour le coup scientifiques et qui se réfèrent aux travaux de Constantino. Là, on a la distribution des signes d'autisme en population générale. Et ils ont utilisé un autoquestionnaire qui est la SRS, que vous connaissez peut-être, qui est l'échelle de réciprocité de l'autisme. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une distribution continue des formes les moins à risque d'autisme, à votre gauche, c'est ça, et à droite, les formes les plus à risque d'autisme. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a une distribution continue et pas une césure nette. Alors après, certains esprits chagrins diront qu'on n'est pas si sûr que quand les scores sont à 35-45, est-ce qu'on parle toujours de signes d'autisme ou pas ? Bon, ça, on pourra en reparler, c'est une question scientifique. Alors ça, c'est le premier niveau de complexité qui répond à la classification du DSM-5. Au-dessus, on a les troubles associés, dont certains appartiennent aux troubles du neurodéveloppement, mais on va retrouver aussi des pathologies somatiques associées, très souvent, comme les troubles gastro-intestinaux, les troubles du sommeil, ou les autres troubles du neurodéveloppement, ou les pathologies psychiatriques, et je pense en particulier au TDAH, parce que j'y reviendrai ultérieurement. Alors, il faut resituer en plus les signes d'autisme dans une trajectoire développementale. Le développement, ce n'est pas que l'affaire de l'autisme, ça intègre aussi la dimension sociale, comme on le voit à droite, dans les relations au sein de la famille, au sein de la communauté, les politiques qui vont être mises en place en faveur ou non de l'inclusion, de l'autisme. Et puis, ça va dépendre aussi des ressources du sujet en termes d'adaptation, qu'elles soient comportementales, biologiques ou développementales.
Et sur ces trajectoires développementales, enfin, qui sont traduites par ce schéma complexe, mais que j'espère vous avoir rendu un peu plus simple, il faut tenir compte du genre avec des spécificités chez la femme autiste qui sont de plus en plus étudiées et clarifiées aujourd'hui. Et puis le camouflage, dont vous avez Raven pourra vous entretenir sur ces questions-là, ce qui sont des comportements qui consistent à cacher ou masquer des aspects de soi-même vis-à-vis d'autrui pour traverser les interactions sociales quotidiennes. Le camouflage n'est pas une spécificité de l'autisme, il est surreprésenté chez les personnes autistes et est maintenant de plus en plus étudié. Alors un autre niveau de complexité que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est les liens entre le trouble du spectre de l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, en étant très vigilant sur les recouvrements symptomatiques. Je trouve que le taux de prévalence dont je vais vous faire part juste derrière, du trouble du spectre du TDAH dans l'autisme me semble surévalué parce qu'il y a des problèmes de recouvrement symptomatique qui ne sont pas assez étudiés. Vous avez parlé tout à l'heure, et merci pour ce témoignage-là, des difficultés de socialisation liées au TDAH, mais ce n'est pas parce qu'on a des difficultés de socialisation dans le TDAH qu'on a nécessairement un trouble du spectre de l'autisme associé. De la même façon, dans les troubles du spectre de l'autisme, vous pouvez avoir des difficultés attentionnelles qui sont liées à l'hypersensorialité et qui n'ont pas du tout le fait d'un trouble attentionnel associé. Donc, retenez que les données de prévalence actuellement en vie entière, c'est quand même de 40,2% du TDAH dans le TSA. Alors, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est quand on a deux troubles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on observe, c'est la somme de ces deux troubles ou c'est la somme d'interaction? C'est une très mauvaise formule, ou c'est le résultat de l'interaction entre le TSA et le TDAH. Et moi, je trouve en clinique que c'est beaucoup plus ça. Par exemple, ce qu'on va voir, c'est que des personnes qui ont les deux troubles, à partir du moment où elles se focalisent sur leurs intérêts restreints, vont pouvoir montrer des capacités attentionnelles exceptionnelles. Alors, tu parlais d'hyperfocalisation, mais je trouve que c'est encore plus fort dans le cas de l'autisme. Et puis, tout ce dont je vous ai parlé là, c'est une vision qui est très médicale, psychologique, voilà. Mais aujourd'hui, les personnes autistes veulent sortir de ce qui peut être un certain carcan pour aller vers la neurodiversité, la société inclusive et revendiquer le droit d'être reconnus dans leurs différences, dans leurs spécificités, dans leurs besoins. Et dans cette lutte, elles sont rejointes par des personnes qui se ressentent autistes, qui se vivent comme autistes, mais qui n'ont pas reçu le diagnostic. La réalité de l'autisme aujourd'hui dans notre société, c'est celle-là. Alors, ça pose beaucoup de questions pour nous autres chercheurs, et ça suppose aussi d'aller explorer de nouvelles pistes théoriques. Et dans cet esprit-là, on a fait une revue de la littérature qui portait sur la théorie de l'évolution appliquée à l'autisme. Et ce qu'on peut retenir, c'est que l'autisme, le fonctionnement autistique, ça fait partie de la diversité du vivant. Il y a des témoignages à travers vraiment l'évolution humaine où on peut se dire que oui, il y a toujours eu des personnes avec autisme et ça représente une modalité adaptative spécifique. Et je pense que c'est vraiment important à prendre en compte pour penser une société avec les personnes autistes en recherchant la meilleure adaptation possible avec le moins possible de retentissement pour les personnes. Et donc, il s'agit alors surtout de faciliter les conditions environnementales de l'épanouissement de la personne autiste. Hein. Pour moi, devant les enjeux éducatifs et devant les enjeux de soins. D'accord ? Je ne dis pas que ces trois niveaux ne sont pas fondamentaux, ne sont pas très importants à prendre en compte. Hein. On peut évidemment regretter et il faut le regretter, que les accompagnements éducatifs sont insuffisants, que l'accès aux soins pour les personnes autistes est insuffisant. C'est tout à fait vrai. Mais je pense que notre perspective, notre ligne de fuite, ça devrait être vraiment une société qui permet l'inclusion des personnes autistes et qui est en mesure de s'adapter à ce fonctionnement. Alors, vous me dites, c'est très utopique. Oui, mais dans la trajectoire des personnes autistes que j'ai été amené à suivre,
oui, avec les années, je les suis, ils sont de plus en plus vieux, c'est donc que moi aussi je vieillis. Enfin bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que certains que j'ai connus extrêmement mal, hein, vraiment dans des idées suicidaires, dans des difficultés majeures, avec une socialisation qui était inexistante, aujourd'hui s'épanouissent dans des trajectoires, je pense à une personne en particulier, trajectoire de recherche où, ma foi, le fonctionnement nécessite très peu d'adaptation, hein. Alors, c'est des histoires peut-être qui ne sont pas majoritaires, mais qui sont pour moi des voies d'avenir, hein, pour penser l'autisme. Voilà, je vous remercie de votre attention.